Mais je suis tout seul devant ma webcam, tu sais. Ah, Là, c'est plus compliqué. Tu comprends? Mais ça t'arrive quand même d'avoir des invités. Oui, j'en ai eu Mais quelques-uns. bon, c'est vrai que si tu fais ça tous les jours. Donc, j'ai pas des invités à tous les jours. Oui. mais il s'est pratiqué avec moi aussi, il m'a invité. Oui. Enfin, parfois, tu mets un gros nez rouge, tu te maquilles Non. un peu. Non, j'ai tu jamais fais fait passer ça. pour quelqu'un d'autre. Non, Non. j'avais fait ça. Non, pas encore. Mais ça va venir sans doute. Tu te déguises en blonde. Pas sûr que j'irai jusque Ça là va être quand ça va être toute testostérone. Alors, nous en étions à expliquer comment Schuster avait mis fin à l'aventure surréaliste unilatéralement, mais cependant appuyé par quelques compagnons. Il y a eu donc schisme, et il y a eu des gens qui ont jugé que l'aventure surréaliste devait se poursuivre. Enfin bon, pour rendre justice à Schuster, il voulait mettre fin à l'emploi du mot surréalisme et il imaginait que sa propre conception du surréalisme pouvait courir sa chance sans le mot surréaliste, qu'il estimait un peu trop embarrassant. Hein, Embarrassant dans quel sens? Parce que déjà, donc, en 69, donc après 40 ans d'usage du mot surréaliste et de vie collective organisée selon des modalités précises qui avaient quand même très bien fonctionné pour la plupart du temps, il lui a paru que sans breton, ça ne marchait plus. Ça pouvait plus marcher de cette façon. Donc il a essayé de trouver une autre solution, une solution tout à fait bâtarde à mon avis, et qui d'ailleurs n'a pas marché du tout, puisqu'il a fait une revue qui s'appelait Coupure, qui ne s'appelait plus Surréaliste, et qui a duré 3-4 numéros, qui allaient de scission en scission, et finalement ils se sont retrouvés à 3 ou 4. Coupure, ça s'appelait. Coupure, oui. Le ton était quand même donné. Hein? Oui, tchouk. Ouais. Ah oui, et ça a très mal cicatrisé, je pense, après. Ça n'a pas cicatrisé. Non. Et donc, pendant ce temps-là, ou en tout cas, contradictoirement à ça, si tu veux, Vincent Bounour, donc, qui était un autre poète du dernier groupe de Breton, lui a voulu continuer l'aventure surréaliste avec donc toujours l'usage de ce mot surréaliste. Et il a réuni autour de lui un certain nombre de personnes, donc à Paris, et bien entendu en rapport avec les autres groupes étrangers, Les Tchèques. surtout les Tchèques. Et je dis surtout les Tchèques parce que la Tchécoslovaquie, qui avait connu une petite ouverture politique dans les années entre 67 et 69. Ce qu'on a appelé le printemps de Prague, qui a été violemment réprimé. A vu un défilé de chars soviétiques tout d'un coup sur Et est-ce que ces surréalistes-là, pragois, ont été inquiétés par le régime? Oui, parce que certains se sont exilés, et ceux qui sont restés n'ont plus pu éditer leur vue, qui a été soumise à la censure. Il y en a qui travaillaient dans le cinéma, ou qui se sont retrouvés, sinon balayeurs, mais en tout cas un sort guère plus enviable. Et ils ont subi une censure de toutes leurs activités, enfin une censure de leurs activités publiques, j'entends, jusqu'à 1989, jusqu'à la chute du régime. Toi, par exemple, je ne sais plus en quelle année c'était, mais vers 1980, je crois, ils avaient préparé une exposition sur le thème du rêve, qui devait avoir lieu, je crois, dans une école. En principe, ça devait se passer sans problème, ils avaient accroché les tableaux, dans 3 heures c'était le vernissage, et tout d'un coup les flics déboulent et disent « Vous arrêtez, vous enlevez tout, on ne veut pas de votre expo ». Et pour eux, la bouée d'air libre,
c'était que les surréalistes parisiens fassent de l'écho à leur activité et les publient. Mais le problème, c'est qu'en 69, l'éditeur des surréalistes, Eric Losfeld, qui par ailleurs a fait un magnifique travail d'éditeur, Ouais. a suivi le gang Schuster, le gang comme vous le disiez, hein. Et donc Vincent Gounour et ses amis se sont retrouvés sans moyens éditoriaux. Et donc ils étaient réduits à faire une petite revue avec des moyens très artisanaux, hein. C'était pas encore de la photocopie, enfin ça ne valait guère mieux. Et ils n'avaient que ça pour s'exprimer. Et hein, quel était le nom de cette... Ça s'appelait le bulletin de liaison surréaliste. Hein, le premier numéro était tiré seulement à 100 exemplaires. C'était un tout petit truc qui ne payait pas de mine. Après l'Archibra, qui était une revue de grande allure. Ou Bief, hein? Ou Bief, oui, ouais. Ou le surréalisme même, bon, bref. Les surréalistes parisiens se sont retrouvés avec des moyens d'expression dérisoires, sans aucun, bien entendu, sans aucun relais dans les milieux intellectuels, à la fois parce que ça plaisait à toute l'intelligentsia dominante que le surréalisme soit terminé, d'autant plus qu'à l'époque était aux avant-gardes crétinisantes, genre telles quelles, pensée maoïste, marxiste-léniniste, et tout ce genre de choses pour lesquelles la poésie était réduite à une aventure formelle, où il suffisait d'annoncer 2 mots finissant en hic pour penser être pire que Rimbaud, enfin mieux que Rimbaud. Oui, aussi, au Québec aussi. Au Québec aussi, vous avez oui, on a le formaliste, là, oui. a sévi. Et ça a duré longtemps parce que c'est une poésie qui touchait personne. Hein? Oui. Bon. Enfin, il faut dire que maintenant, ça va de mal en pis, parce que à l'époque, il y avait cette poésie qui ne touchait personne à part les universitaires. Et maintenant, en France, on a des phénomènes comme Houellebecq qui touchent tout le monde, puisque ça se vend dans les supermarchés. Et que c'est une crétinisation qui est peut-être encore plus redoutable, justement. Mais pour en revenir à ce groupe-là qui a poursuivi l'aventure surréaliste avec Bounour à sa tête, tu peux nous donner des noms de ceux qui ont poursuivi l'aventure? Oui, bah autour de Vincent Bounour, il y avait sa compagne, Micheline. Il y avait Michel Zimbaka, hein, qui est toujours parmi nous, c'est notre aîné, si je puis dire. Il a 90 ans. Il les aura au mois d'août. Il les aura au mois d'août. Oui. Et lui, c'est un cinéaste. Hein, Rappelle-nous son nom. Michel Zimbaka. Il est d'origine syrienne. Et il est connu pour avoir fait, au tout début des années 50, un film documentaire sur les arts premiers ou les arts primitifs, comme vous voulez, dont le scénario était écrit par Benjamin Perret. Ça s'appelle L'invention du monde. C'est aussi un poète qui a publié un beau petit livre de poèmes qui s'appelle Le centaure inoxydable. Ah, quel beau titre. Ouais. Et lui, à 90 ans, il a bon pied, bon oeil, il est toujours... Oui. Puis vous réunissez une fois par semaine? Est-ce que lui est toujours là aussi? Ah, il va toujours là, oui. Une fois par semaine? Une fois par semaine, on voit Michel qui arrive très lentement, très précautionneusement, qui s'assoit, qui nous écoute, qui prend part. Là, tout à l'heure, je t'ai donné notre dernière publication, qui a un recueil de poèmes collectifs, où il a pris sa part. Non, Michel est quelqu'un que j'estime beaucoup, quelqu'un de vraiment de... C'est une belle rencontre. Et puis dans ces surréalistes-là qui ont poursuivi l'aventure, il y avait Toyen. Non, hélas, Toyen avait pris partie de Schuster. Ah bon, pardon, ouais. D'accord. Non, quelqu'un que vous connaissez peut-être au Québec, c'était Jean Benoît. Bien sûr. Ouais. Qu'on a publié dans ma revue. Qui est là. Ouais, donc Jean Benoît, mes parents, sa compagne. À l'époque, il y avait Jean-Louis Bédouin, qui a quitté le groupe ensuite. Des gens qui vivaient en province, comme il y avait un petit groupe de jeunes, relativement jeunes, ils avaient une trentaine d'années. Le groupe L'Écart de Lyon, avec Bernard Caburet, Georges-Henri Morin. Oui. Le groupe Écart, ils ont eu des publications également. Oui. Dans lesquelles Jean Benoît a participé. Oui. Il y avait Jacques Abeille, qui a écrit quelques beaux livres depuis.
Un personnage singulier, hein, Jacques Abeille, un peu aux confins de la science-fiction, est-ce possible? C'est pas Non, fait? non, c'est pas de la science-fiction. Du fantastique? Oui, du fantastique, enfin, c'est pas des livres remplis de fantômes et de sorcières. Bien sûr, bien sûr. Mais, comment dire, ils cherchent une atmosphère sur elle. Pour moi, ça me fait penser, c'est pas négligeable, c'est quelque chose comme des romans de formation, comme aussi bien les romans du Graal ou Hess. Des romans qui travaillent sur une substance mythique et non pas sur des dissections psychologiques comme les 4/5e de la littérature romanesque qui encombrent les étagères des librairies. Alors là, on se retrouve, on est à la fin, on est au début des années 70. L'aventure se poursuit. Oui, il y a une publication importante pour marquer les années 70 par le groupe, par ce groupe surréaliste. C'est un recueil d'essais, de réflexions collectives qui s'appelle La civilisation surréaliste aux éditions Payot. C'était un livre marquant parce que le projet, la tentative était de montrer qu'après les expériences d'écriture automatique qui étaient pratiquées en tant qu'expérience individuelle auparavant, là on montrait qu'on pouvait pratiquer une écriture automatique collective, donc par des jeux des récits parallèles. Et donc ça remettait évidemment en cause toutes les théories utilitaristes du langage, puisque là, ce qui comptait, c'était le fait que le langage effectivement est un échange, mais ça fonctionnait comme si tu veux, comme en ethnologie, la théorie de Mauss du don et du contre-don. Ça ne fonctionnait plus selon un principe de communication utilitariste où je te dis quelque chose et tu y réponds parce qu'il y a un rapport de cause et effet, je t'apporte une information et tu la reçois et tu m'en délivres une autre. Mais là au contraire, chacun s'échangeait des jeux de langage qui étaient plutôt, disons, des exaltations, des incantations d'une réalité à découvrir. Et ça, donc, je pense que c'est une des grandes découvertes du surréalisme de l'époque, et dont on n'a pas encore fini de tirer les conséquences, si je puis dire. Donc ça, c'était les années 70. Ensuite, dans les années 80, il y a une période de creux, enfin, en France en tout cas. Et ce groupe de Paris a repris en 1990 avec l'arrivée d'une nouvelle génération de jeunes gens. Et donc tout d'un coup, des gens comme Vincent, Michel, qui avaient passé la soixantaine, plus ou moins largement, se sont retrouvés en compagnie de jeunes gens dont les plus jeunes avaient 16 ans et de quelques autres personnes d'âge intermédiaire, au rang desquels je me compte, moi j'avais 30 ans. D'accord. Et ben, ce groupe a... Donc on arrivait à une période en 90 tout à fait désastreuse. Ce qu'on appelle la postmodernité semblait installée une fois pour toutes. Tout le legs révolutionnaire des années 60 avait été liquidé par les années Mitterrand et ça n'allait pas s'améliorer. Ouais. Donc le surréalisme évidemment ne pouvait extérieurement apparaître que comme un ovni très poussiéreux, quoi. Donc on a essayé de prouver le contraire, non pas au grand public, c'est pas la question, mais au moins à des gens qui pourraient avoir une sensibilité proche de la nôtre, c'est-à-dire au moins partager un état de révolte fondamentale contre le monde, c'est-à-dire en premier lieu les anarchistes et quelques électrons libres désireux de vivre un autre monde, de vivre un autre futur.
bon, cette expérience-là a eu divers aléas, mais continue. Et justement, je viens d'avoir le plaisir de voir qu'ici à Montréal, quelques amis sont tout à fait sur la même longueur d'onde. Oui, absolument. Enrique qui est là devant nous, qui nous écoute. Oui. J'aimerais qu'il nous dise quelques mots. Et Enrique, qui est ton éditeur, qui a édité ça, qui a édité ton dernier livre, ton dernier recueil. Attends, je te laisse le montrer. Voilà. Oui, donc c'est un recueil qui comporte 2 poèmes, dont, Vestibule de l'éternité et Maillot d'hécatombe pour Jeanne d'Arcula, qui est une sorte de longue, entendons-nous, de longue dérive lyrique sur une dame qui fréquente mes insomnies, qui s'appelle Jeanne d'Arcula. Tu peux nous en lire un passage? Oui, valise. Je vais tenir ton verre, tiens. Oui. Je rejoue au hasard. Poum. Jeanne d'Arcula, illuminée de bonté au bord de la taupinière exclusive de l'arcane du doute, je te regarde. Je me fonds à ta vision, à ton regard d'éponge visionnaire gorgée de gelée royale. Tu tires déjà ton épingle du jeu. D'un jeu auquel nous ne savons pourtant pas vraiment jouer. Faut-il s'aimer comme des tyrans, comme des pirates, ou comme ceux et celles qui ne sont pas encore nous-mêmes, puisqu'ils entrent et sortent sans cesse d'un moulin dont la meule est une couronne boréale, et la farine des os de dragon, ou parfois du verre pilé par les sorcières de la mélancolie, nos très obscures compagnes de nativité. Ensemble, elles firent naufrage dans une pantoufle de mammouth. Tout ce qui reste du dieu Pan. Écoute les jouets de la cithare devant la remise des idées fixes. Elle saurait distraire les pendus. Ô Jeanne d'Arcula, grâce à elle, sommes-nous si proches de l'ultime révélation? La terre est noire, ses ailes trop trempées d'éther, et ton armure souillée de crachats. Bon, j'arrête. C'est bon. Ça, c'est oui. Et puis tu me disais que Enrique nous disait qu'il avait lu ce poème-là chez toi à Paris il y a 2 ans, qu'il avait été enchanté et qu'il était tout déterminé à le publier dans sa maison d'édition, Sonambula, qui comporte 11 titres, hein, j'ai cru comprendre. Oui, jusqu'à aujourd'hui. Tiens, va t'asseoir à ma place 2 minutes. Oui. Allez, prends ma place, allez, prends ma place qu'on te voit. Donc, qui comporte 11 titres. Alors, je vous présente Enrique Lechuga, qui est l'éditeur de Sonambula. Oui, c'est ça. On a publié ces bouquins l'année passée, justement, avec des très belles illustrations de notre amie Laura Corsiglia, qui, à notre avis, je pense qu'elle a su bien imprimer cette joyeux délire au monde de Guy Girard. Et voilà, le résultat, c'est ça. Un très beau poème, un petit tirage, mais très important pour ceux qui sont encore touchés par la nécessité poétique. La nécessité poétique. Tout à l'heure, tu nous disais, Guy, que j'allais dire tu guettais, mais tu espérais le surgissement du merveilleux dans ta vie, ou c'est quoi la formule que tu as utilisée? Je ne me souviens plus, mais ça oui, c'est Il me semble qu'il y avait une attente, ou une espérance, je n'allais pas dire le mot espérance, mais une attente, une attente, oui. Du merveilleux. Oui, oui. Je pense qu'on a tous vécu des moments de merveilleux, et c'est ça qui donne ce qu'on appelle le sel de la vie. Tu vois. Sel quasiment pris dans le sens alchimique. Et il me semble que ces instants sont reconductibles, et que la barbarie de ce monde actuel, qui n'est pas une civilisation, mais bien une barbarie technologique, est de nous occulter ces apparitions, ces possibles du merveilleux. Oui, on met tout en place pour pas que ce surgissement du merveilleux apparaisse. Oui, car le merveilleux, c'est tout d'un coup avoir l'intuition que cette vie a du sens.
Ouais. Et pour moi, ça se relie immédiatement à ma position athée, d'athéiste. C'est une vie qui a du sens ici, dans son immanence même, et il n'y a pas besoin de Dieu, il n'y a pas besoin de religion, il n'y a pas besoin de ce tralala de transcendance en robe blanche ou en robe jaune pour, pour penser que nous allons quelque part. La question n'est pas d'aller quelque part, mais Nous sommes déjà là. la question est d'être là et d'être en chemin vers son propre mystère, vers le mystère de l'autre. Et non pas l'espèce de barbu qui est censé nous commander là-haut. Oui, ben c'est pour ça aussi que l'aventure surréaliste est une aventure fascinante, parce que c'est également une aventure collective. Oui. Où chacun souhaite et chacun espère pour l'autre sa propre libération. Bien sûr. Parce que, bon, son propre éveil. Hein? Nous nous enrichissons dans le contact de l'autre. Bon, l'homme est un animal social. Bien sûr. Hein, aussi bien que les arbres, d'ailleurs. Oui. Il n'y a pas d'arbre seul, hein? Et non. Non, un arbre a toujours besoin d'un autre arbre un peu plus loin. Alors donc, le surréalisme, il nous parle encore aujourd'hui. Il nous est encore nécessaire. À la fois comme expression et à la fois comme combat politique, je dirais. Parce que le versant, bien souvent, pour beaucoup de personnes, le surréalisme, ça se résume à être un courant artistique ou une approche artistique. Beaucoup font l'impasse sur le volet politique, sur le volet engagement, je pourrais dire. Ils ne veulent pas voir qu'au fond, il y a une vraie révolte qui est quand même effective, qui est organisée, qui est réfléchie, qui est voulue, qui est volontaire. Oui, mais une révolte. Et cette révolte peut se traduire en désir de révolution, mais en même temps, je pense que nous autres surréalistes, nous serons toujours déçus par les révolutionnaires strictement politiques. Bon, parce que d'abord, en Occident, le politique n'est pensé que de façon rationnelle, et pire encore, de façon rationaliste. Et donc, ça nous coupe de ce qui est quand même une composante, je pense même la composante majeure de la pensée humaine, qui est la pensée analogique, la pensée poétique. Et pour nous, surréalistes, d'abord, ce qui nous est d'abord essentiel, c'est d'essayer de trouver en nous-mêmes la complétude de cette pensée, de la faire agir au mieux. Et c'est parce qu'on perçoit qu'elle peut mieux agir en nous que nous sommes d'autant plus insatisfaits des conditions sociales, des conditions, même de la condition humaine qui nous est faite dans cette vie que nous traversons. Et donc que nous avons besoin de partager notre désir d'autre chose avec ces gens qui, sur des plans qui pour nous sont un peu plus limités, qui sont les plans politiques, ces gens qui nous semblent ne pas être trop éloignés de nous. Mais malheureusement, toute l'histoire du surréalisme est faite, n'est-ce pas, de rencontres un tant soit peu ratées. Les quelques variantes du marxisme, que ce soit le marxisme stalinien ou le marxisme léninisme des trotskistes, ont été bien loin d'être satisfaisantes. Hélas même, certaines rencontres avec certains anarchistes n'étaient pas fameuses, parce que je pense que le surréalisme est toujours en avance sur le discours politique. Donc j'ai toujours envie de dire, camarades politiques, camarades révolutionnaires, retroussez vos manches et soyez un peu plus poète et vous serez un peu plus révolutionnaire. Ouais. C'est bon, c'est une bonne formule, on va la retenir. Puis qu'est-ce que tu dirais pour conclure notre petit entretien? Ceux qui disent que c'est dépassé, finalement. Que le mouvement, c'est un moment historique, c'est un moment artistique qui est clos, qui est fermé sur lui-même. Bon,
le surréalisme n'a pas encore 100 ans. Dans notre civilisation, le christianisme a 2000 ans. Qui dit que le christianisme est dépassé, hein? Bon. En tout cas, j'espère que le surréalisme n'aura pas l'avenir du christianisme. Bien au contraire. Ben écoute, Guy, ça m'a fait plaisir. Eh bien, moi aussi, je te Ça m'a remercie. fait plaisir. Enrique, Je te remercie, moi aussi, également. je te remercie. La prochaine fois, Enrique, on va t'interviewer. Savoir comment t'es devenu surréaliste, toi. Mais là, Hein? Il faudrait que tu vois ça c'est une question secrète. Hein. que tu vois ces... Cachotier, va. Il faudrait que tu vois ces travaux plastiques. On m'a montré ça hier. C'est bon. Il fait des choses très, très, très intéressantes.